Alors, quand on m'a demandé de participer à ce panel, il y a plusieurs sujets qui avaient été proposés. L'un d'entre eux, évidemment, c'était l'évolution de la voiture dans l'avenir. Et je pense aussi qu'il y a été beaucoup question de voitures autonomes, de systèmes de sécurité avancés. Et ça va avoir un impact direct sur la façon dont sont conçus et construits les véhicules de demain. En ce moment, si on regarde à très, très court terme, les constructeurs automobiles doivent rencontrer des normes anti-pollution, doivent rencontrer aussi des normes de consommation de carburant, ce qui a une incidence directe sur la façon dont ils construisent les voitures et surtout les matériaux qu'ils utilisent pour construire ces voitures-là. Dans le passé, évidemment, on ne se posait pas de questions, toutes les voitures étaient en acier. Et maintenant, on voit de plus en plus d'alliage d'aluminium, des techniques de construction avec des matières composites aussi dans certains véhicules. Je vous donne un exemple. La première voiture qui a été entièrement en aluminium, qui a été commercialisée en grande série, c'était la Audi A8. Et ça, c'était au début des années 90. Donc, ça remonte à quand même il y a assez longtemps. Mais on peut dire que c'était vraiment un produit, même si c'était une marque et un modèle à grande diffusion, il n'en demeure pas moins qu'Audi ne produit pas 800 000 voitures de marque A8 par année. C'est un créneau assez limité, une voiture assez chère. Mais il y a 2 ans, on a vu un constructeur faire ce genre de changement-là avec un véhicule qui est très, très important et très significatif en ce qui a trait au volume de vente, c'est Ford, avec le F-150. Donc maintenant, on a des camionnettes, c'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord. Ils en produisent plus de 800 000 par année, qui est essentiellement maintenant fait en aluminium. Et ça aussi, je pense que c'est un point pivot, un point marquant du côté de l'industrie automobile, que Ford a décidé de prendre cette décision-là, de faire ce pari-là, ce pari de l'aluminium. Ça va avoir aussi un impact, ça va être suivi par plusieurs autres constructeurs. L'autre élément qui est intéressant, c'est tout ce qu'on appelle les composites. Évidemment, à l'heure actuelle, on retrouve sur le marché certaines voitures haut de gamme, de très haute performance, des Ferrari, des Lamborghini, ce genre de modèles-là, des McLaren, dont la structure est en composite de fibres de carbone. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que des constructeurs qui ont décidé, par exemple, de développer une nouvelle filière de voitures électriques comme BMW a choisi ce matériau-là pour la cellule même de leur véhicule avec la BMW i3 et la BMW i8, et que les investissements qui ont été faits en technologie pour le développement des procédés de fabrication pour produire ces modèles-là vont avoir un impact sur le reste de la gamme. Ça, on l'a vu dernièrement avec la nouvelle BMW de série 7, qui est un véhicule haut de gamme, qui a une structure dans laquelle on retrouve certains éléments justement en composite. Donc ça, c'est un élément important. La réduction du poids, l'efficacité aérodynamique, de façon à baisser la consommation de carburant, de façon à pouvoir rencontrer les normes imposées par les différents gouvernements. Maintenant, quand on parle maintenant de voitures autonomes, de connectivité entre voitures, de réduction d'accidents, ça me fait penser à une chose. Il y a plusieurs années, mon collègue et fondateur du Guide de l'auto, Jacques Duval, avait écrit que des accidents d'automobile, ça n'existait pas, qu'il y a juste des accidents d'automobilistes. C'est parce que les accidents où on voit une défaillance mécanique sur une voiture sont très, très rares. C'est plutôt des erreurs de jugement qui sont commises par des gens, par les conducteurs. Et lorsqu'on voit les photos, par exemple, de la voiture de Google, qui a l'air littéralement d'un petit monopode, là, si on veut, qui se promène sur la route, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une absence totale de structure déformable. Peut-être qu'il y a une absence aussi de coussins gonflables. Et peut-être, éventuellement, pourquoi pas, de ceinture de sécurité. Parce que si les véhicules ne quittent plus la route, s'ils n'entrent pas en contact les uns avec les autres, est-ce que ces éléments-là demeurent essentiels à bord des véhicules? Peut-être pour un certain temps, le temps qu'on se fasse à l'idée qu'on est assis au volant d'une voiture qu'on ne contrôle pas, finalement, ou qu'on ne contrôle qu'en partie, ou temporairement. Donc ça va être un élément important. Je pense aussi que l'engagement du gouvernement américain qui a été annoncé hier d'investir 4 milliards de dollars dans tout ce qui s'appelle le développement des systèmes en vue de la conduite autonome est quelque chose qui va être très, très intéressant. Et pour ce qui est de la fameuse conduite autonome dont on parle beaucoup, il faut savoir une chose, c'est que conduire un véhicule, c'est une des tâches les plus complexes qui existent en ce moment. C'est vraiment, il faut prendre des prises de décision constantes en vertu d'un paquet de facteurs qu'on contrôle soi-même et d'autres que l'on ne contrôle pas. Donc, c'est une tâche qui est extrêmement complexe. On sait que c'est techniquement possible.
Mercedes-Benz a fait la démonstration il y a quelques années en prenant une voiture de classe S à conduite autonome et lui ont fait parcourir un trajet de 105 km et qui était exactement le même trajet que Madame Benz avait fait avec la toute première voiture. Et cette voiture-là à conduite autonome, il y avait un ingénieur qui était assis au volant. Il n'a jamais touché le volant. La voiture a fait 105 km sur autoroute, sur des routes secondaires, a négocié 18 carrefours giratoires. Il y avait des piétons. Elle était dans le trafic, comme on dit, dans les grandes villes. Elle était capable d'arriver à bon port sans aucun problème. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est techniquement possible. Le gros enjeu, c'est la cartographie. Parce que, en ce moment, si vous conduisez une voiture qui est équipée d'un GPS et que vous suivez le chemin qui vous est indiqué sur l'écran, elle vous indique, par exemple, de tourner à gauche sur la route 116, par exemple. Alors, vous arrivez, vous voyez le panneau de circulation, vous voyez le panneau qui annonce la route 116, vous mettez votre clignotant, vous attendez qu'il n'y ait pas de circulation au sens inverse, vous engagez dans l'intersection et vous êtes sur la route. À partir du moment où on pense pour acquis que c'est la voiture qui doit faire toutes ces opérations-là, il faut absolument que la voiture sache exactement quelle est la largeur de la voie qui est disponible au millimètre près pour ne pas qu'elle aille 2 roues dans l'accotement ou 2 roues en empiétant sur la ligne jaune qui sépare la voie qui est en circulation inverse. Donc ça, la cartographie, c'est, je pense, le plus gros enjeu sur le plan technique pour tous les constructeurs. C'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ont acheté des compagnies. On pense à BMW et Daimler qui ont fait des investissements dans la compagnie HERE, justement pour avoir une cartographie très, très détaillée, au millimètre près, justement, d'à peu près tous les endroits sur la planète. L'autre enjeu, évidemment, c'est la météo. On le sait ici au Québec. En tout cas, moi, je conduis beaucoup de nouvelles voitures qui ont effectivement des régulateurs de vitesse adaptatifs, qui ont des avertissements de changement de voie ou de correction de trajectoire. Et dès que l'on arrive avec une situation où il y a une tempête de neige, la première chose que l'on voit sur notre tableau de bord, c'est que les systèmes sont inactifs. Donc, si la voiture doit se servir de ces systèmes-là pour être guidée, qu'est-ce qui arrive justement quand on a une tempête de neige? Qu'est-ce qui arrive dans les conditions hivernales que l'on a au Québec? De ce côté-là, Ford vient d'annoncer qu'ils ont entrepris un programme de recherche et de développement justement pour ces conditions-là, où ils testent des voitures à conduite autonome au Michigan, dans un environnement qui est un petit peu un environnement qui est artificiel, mais qui représente un petit peu un environnement urbain, si vous voulez, avec littéralement des façades de buildings en carton. Mais pour que les voitures soient en mesure de se promener dans cet environnement-là lorsque les routes sont recouvertes de neige, il a fallu qu'ils les fassent circuler avant pour qu'elles puissent faire justement une cartographie complète de l'endroit désigné, pour que lorsqu'ils perdent leur repère avec les lignes sur la chaussée, par exemple, ils peuvent quand même réussir à circuler. Donc, sur le plan technique, ça, c'est un des enjeux que l'on va devoir surmonter, surtout en tout cas lorsqu'on pense à nous ici au Québec ou dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Ça, c'est une considération. L'autre élément, M. Saunier en a parlé, la congestion qui serait peut-être réduite sur les routes en vertu du fait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'espace libre entre chaque voiture. Je ne sais pas si on va y arriver un jour. C'est sûr des voitures à conduite autonome peuvent se suivre de très, très près dans la circulation, tout ça, et on peut récupérer de l'espace. Mais est-ce que ça va nécessairement réduire la congestion sur les routes? Je vous donne un exemple. J'habite en banlieue, à Montréal. Et mettons que le matin, je décide d'aller au travail très, très tôt. Alors, je pourrais prendre ma voiture autonome, venir à Montréal, et ensuite, je pourrais décider de renvoyer ma voiture à la maison pour qu'elle envoie mes enfants à l'école, qu'elle revienne à la maison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de stationnement à payer pendant que ma voiture est dans mon driveway, dans mon allée de garage. Et le soir, je pourrais dire, viens me chercher au bureau. Et là, la voiture. Donc, on se retrouvait peut-être, comprenez-vous, avec 2 heures de pointe. Celle pour rentrer à Montréal et celle où les voitures quittent Montréal pour aller faire autre chose. Les courses avec les conjoints, les enfants, et ainsi de suite. Et ensuite, donc, ça, c'est peut-être un enjeu avec lequel il va devoir composer. Si on en arrive justement un jour à une situation où on va pouvoir appeler sa voiture avec son téléphone, bien là, à ce moment-là, toute cette flexibilité-là va peut-être faire en sorte qu'il va y avoir un peu plus de circulation sur les routes que ce que l'on anticipait, parce que nos comportements vont être modifiés. Alors, tout ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Chose certaine, c'est un moment très, très stimulant pour suivre toute cette industrie-là. Alors voilà, merci.